Ladies and gentlemen, good participants and contributors, welcome to this second webinar of Afrospective Think Tank Global Africa Initiatives. The goal of a think tank is precisely enhancing a Pan-African agenda. This includes Africans and Africans from the diaspora try to think about ways of improving the lives of present-day Africans and Afro descendants worldwide. So the theme of today is articulated around regaining health sovereignty in Africa. It is inspired by what happened during or still happening during the COVID pandemic that has ravaged the world during the last 2.5 years. We have noticed that Africa just keep sending his begging hands out there to try to have assistance from over continent and over countries. And but despite that situation, paradoxically, Africa was not hit as hard as was predicted almost unanimously in the world. So one of the goals of the seminar is to try to look at these different facets of public health in Africa and how progressively Africa can mobilize itself to gain health independence and reuse the resources, and so that we can move forward. So I wish to thank all our partners. First, Global Humanity for Peace Institute from the University of Wales, but particularly its director, Professor Sherto Gills. And also the other partner is J.D. Samba University Center in Yaoundé, Cameroon. So this webinar will be structured as follows. Each presenter will have 20 to 25 minutes. And after that, the presenter will be able to ask questions to the colleague who have given some presentations. Participants will be asked to ask the question in writing and specifying who is the target of the question. Unfortunately, Professor Francine Toomey, who was scheduled to be with us today, will not be able to be here today as planned because of a last-minute health emergency. So the order of presentation of the webinar will be first Professor Didier Raoult, and second will be Dr. Michel Sidibé, and the third will be Dr. Philippe Onye-Bujo, and the fourth will be Dr. Peyu Ndi. So now let me introduce Professor Didier Raoult very quickly. Professor Didier Raoult is a French physician and microbiologist born in Dakar. He has some African roots, if you may say. He specialized in infection disease, especially in the field of emerging microbes. Former director of the Infectious and Tropical Emergent Disease Research Unit, he is currently the president of the Scientific Foundation, Infectiopol Sud, and adjunct associate professor at King Abdulaziz University in Jeddah in Saudi Arabia. Professor Raoult is the author and co-author of more than 2,000 scientific publications. So, dear Professor Didier Raoult, if you are ready, you have the microphone for 20-25 minutes. Up to you. Can you ask the question? Oh, yes. Okay, let me see. I summarize quickly the question that
we will like you to address. The first is, what is your analysis of the management of the COVID-19 crisis in Africa? Quelle est votre analyse de la gestion de la crise du COVID-19 en Afrique? La première question. The second one, how would you interpret African resilience against the pandemics today? Comment interprétez-vous la résilience que les populations africaines ont montrée face à la pandémie du COVID-19? Et troisième et dernière question, elle est un peu longue celle-là, je la lis directement en français. Quel type de partenariat équilibré faudrait-il développer avec le continent africain dans le domaine de la recherche médicale, production de médicaments, vaccins et pratiques de soins communautaires pour répondre à ces défis sanitaires? Voilà les trois grandes questions que nous vous proposons à partager votre expérience avec nous. Vous avez la parole. Vous préférez que je parle en français ou en anglais? Ce qui vous laisse le plus à l'aise. Si vous voulez, pour la première question, il y a eu un phénomène très intéressant qui s'est passé dans la pandémie de Covid-19, que vous pouvez regarder d'ailleurs, que vous pouvez analyser en regardant le site de Johns Hopkins Covid. C'est que, paradoxalement, ce sont les pays les plus riches qui ont eu la plus forte mortalité. Et dans les pays les plus riches, non seulement c'est les pays les plus riches, mais c'est les villes les plus riches des pays les plus riches. C'est-à-dire que la mortalité, par exemple, chez nous en France, a été explosive à Paris. Vous savez que la mortalité a été explosive à Londres et à New York, plus que n'importe où ailleurs. Donc c'est très intéressant de qu'est-ce qui se passe pour qu'une maladie tue plus chez les gens très riches que chez les autres, puisque parmi les taux les plus bas de mortalité qui ont été observés, il y a eu l'Afrique, et en particulier l'Afrique que moi je connais, l'Afrique francophone, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a une mortalité importante, d'accord, mais pas le reste de l'Afrique. Donc il y a une question, qui est une question de fond, qui a eu plusieurs types de réponses. Ceci va avec un élément qui est très important, en particulier si on regarde aux États-Unis, mais si on regarde dans les pays de l'OCDE, c'est qu'il y a maintenant une déconnexion entre le PIB par tête d'habitant, les dépenses médicales par tête d'habitant et l'espérance de vie. C'est-à-dire que l'espérance de vie jusqu'à il y a 20 ans était parallèle au produit intérieur brut par tête d'habitant et était parallèle aux dépenses de santé par tête d'habitant. Ça n'est plus vrai. Et ça n'est plus vrai dans une situation qui est tout à fait incroyable, qui est celle des États-Unis, où l'espérance de vie des États-Unis en 2022 est de moins de 76 ans. Et si on regarde à l'intérieur, c'est-à-dire moins que celle des pays du Maghreb, de Cuba, de la Chine, donc c'est un renversement complet de la perception que nous avons de la santé. Et si l'on regarde dans le détail ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est des données du CDC, hein, toutes ces données sont vérifiables. Ce que l'on voit, c'est que les populations sont atteintes de manière différente et que maintenant, l'espérance de vie des Afro-Américains aux États-Unis est de 71 ans. D'accord? Donc, il se passe quelque chose qui est extrêmement intéressant dans l'évolution, là, maintenant, de la santé et de la prise en charge, qui doit nous amener à des réflexions de fond. Ce n'est pas des réflexions superficielles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Il y a beaucoup de tentatives d'explication. Nous, on a fait un article avec plusieurs collègues africains. Vous savez qu'il y a plusieurs collègues africains qui font partie du conseil scientifique de la Fondation ici, et que nous avons beaucoup de rapports avec des pays d'Afrique. En particulier, on a Mouyumbe qui fait partie de notre conseil scientifique, on a Cher Sorna du Sénégal, on a Ali Terra qui a remplacé du Mali,
on a des rapports avec le Congo-Brazzaville aussi, qui font que, et puis bien sûr avec les pays du Maghreb, qui font qu'on a discuté avec eux de qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a plusieurs choses qui nous viennent, nous, à l'esprit. La première, bien sûr, il y a le Covid a touché de manière inégale les populations. C'est-à-dire que les sujets les plus âgés sont plus à risque. Et nous, par exemple, en France, même si personne ne souhaite mourir trop tôt, mais enfin, la moitié des morts avaient plus de 85 ans. Et 90% des morts avaient plus de 65 ans. Et ceux qui avaient moins de 65 ans pouvaient être, la population cible était les obèses ou les gens qui avaient des anomalies génétiques, en particulier les trisomies, ou les gens qui avaient des immunodépressions fortes. Donc, si vous voulez, tout le monde n'était pas atteint. Il y a une différence entre la diffusion médiatique monstrueuse et peut-être que la surmortalité colossale que l'on a observée aux États-Unis est due au fait que 50% de la population aux États-Unis est obèse. Donc, il y a un vrai problème là qui est que la situation de la population prédispose à ça. La deuxième chose en Afrique est que beaucoup de produits qui ont une efficacité, si on regarde des études, il y a eu 2000 études qui ont été faites, qui ont évalué les différentes thérapeutiques sur le Covid. Il n'y a pas que les études qui ont été publiées dans le New England Journal of Medicine ou le Lancet qui représentent des études sur lesquelles il y a une analyse scientifique qui est partielle. Et donc, si on regarde l'activité au laboratoire sur les virus ou les études qui ont été faites, bien sûr, beaucoup de médicaments qui sont très, très communément utilisés en Afrique sont efficaces. En particulier, c'est le cas de l'ivermectine. Vous savez que l'ivermectine est extraordinairement utilisé. Des pays, je ne sais pas comment c'est, mais je sais qu'au Sénégal, par exemple, une fois par an, on donne de l'ivermectine. Donc, le nombre de doses d'ivermectine qui a été distribué dans le monde, c'est des centaines de millions. D'une manière intéressante, quand les gens ont commencé à parler de l'ivermectine aux États-Unis, les gens ont dit que c'est un médicament vétérinaire qu'on donne pour les chevaux. Montrer que, si vous voulez, il y avait une perception de médicaments de base inconnus, d'antiparasitaires de base inconnus aux États-Unis. Pareil, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, il y a une année, en 2006, je pense, à l'époque où on l'utilisait encore beaucoup pour le paludisme, où il y a eu 1 milliard de traitements qui a été donné dans l'année, dans le monde. Donc, si vous voulez découvrir brutalement que c'est toxique, ça a été une surprise terrible. Donc, tous les antimalariques, en réalité, quand on les teste, et chez nous, il y a une équipe qui a testé ça, l'équipe du service santé de l'armée, montre que tous les antimalariques ont une activité sur le virus de Covid, et ça a été redémontré. On sait très bien comment ça marche. Donc, il y a la vitamine D aussi vient de démontrer que la vitamine D a un effet protecteur. On sait que le niveau de vitamine D en Afrique est plus élevé que le niveau de vitamine de base que ce qu'il est élevé dans les pays plus tempérés. Donc, il y a toute une série de raisons qui amènent à réfléchir sur le fait que l'Afrique a été, en particulier l'Afrique subsaharienne, a été moins touchée que les autres pays en termes de mortalité. L'autre point qui, moi, je crois, est essentiel, qui va répondre aussi peut-être en partie à une question, c'est que on a eu en France et dans d'autres pays occidentaux des approches extrêmement particulières de cette maladie en disant il ne faut pas soigner les malades. Donc on a dit aux malades, ne voyez pas de personnel de soins, restez à la maison, prenez du Doliprane. Doliprane, c'est beaucoup plus toxique, vous savez, hein, c'est le médicament le plus utilisé pour les suicides, le Doliprane. C'est beaucoup plus toxique que l'hydroxychloroquine. Hein. C'est un médicament relativement toxique. La dose thérapeutique à côté de la dose toxique, c'est 2 à 3 fois la dose thérapeutique. Donc en réalité, c'est relativement toxique. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on disait aux gens, même vous savez, à Marseille, on connaît très bien la peste, on a plusieurs épidémies de peste sur lesquelles on n'a jamais dit les médecins allaient voir les gens qui avaient la peste. Il n'y avait pas moyen de se protéger. C'est le métier des médecins, c'est de voir les malades, et les malades demandent de l'aide quand ils sont malades, parce qu'il n'y a pas que le microbe lui-même, il y a tous les autres éléments. Quand les gens avaient la peste, on les mettait dans l'eau froide s'ils avaient 40,
nous, on s'est vite rendu compte qu'un des éléments clés, c'était l'oxygène. Vous voyez, que donc, en réalité, à la différence des autres pneumonies, cette pneumonie-là ne se traduisait pas par un essoufflement, parce qu'il n'y a pas d'hypercapnie, il n'y a pas d'augmentation du dioxyde de carbone au tout début. Il y a juste une baisse de l'oxygène, parce que la pneumonie est une pneumonie vasculaire, c'est comme les embolies pulmonaires. Donc vous ne sentez pas, au contraire, ça donne une espèce d'euphorie parce que le dioxyde de carbone est diminué. Et au moment où vous commencez à sentir que vous avez une pneumonie, à avoir des difficultés à respirer, vous êtes au stade de la réanimation. Donc c'était le pire des conseils qu'on pouvait donner, c'est attendre d'être essoufflé pour vous faire soigner. Et au contraire, nous, on a trouvé très tôt ce qu'on a décrit, les Chinois avaient décrit ça aussi, hein, l'hypoxie heureuse, c'est-à-dire que pendant toute la première partie, quand vous avez des taux d'oxygène très bas, en réalité, vous ne le sentez pas. Et donc, c'est nous qui avons introduit en France le fait de faire mesurer l'oxygène à la maison. C'est des petits dispositifs qui coûtent entre 10 et 20 euros. Ce n'est pas très cher. Vous voyez, donc, les médecins peuvent avoir ça pour mesurer l'oxygène. Et si vous donnez de l'oxygène à ce stade-là, ça évite que les patients soient épuisés et arrivent dans un état d'épuisement où vous n'arrivez plus à les récupérer sur le plan respiratoire. La deuxième chose, au cours du Covid, on fait des troubles de la coagulation. Donc, il faut le savoir, il faut isocoaguler les gens, ou il faut mesurer s'il y a une réaction inflammatoire, il faut donner des anticoagulants pour éviter les embolies pulmonaires et les thromboses profondes. Donc, le traitement du Covid, comme dans toutes les maladies infectieuses, ce n'est pas que l'infection. Il y a l'infection, il faut traiter le virus, il y a l'inflammation. On peut donner des corticoïdes dans les formes tardives, pas au début, mais quand il y a des formes très inflammatoires. Et puis, il y a la prise en charge du malade. Et donc, une des choses qui marche mieux en Afrique que ça marche en France, et qui marche mieux en France à la campagne que ça marche à Paris, c'est le soin de proximité qui est essentiel. Donc, la médecine communautaire, le soin de proximité, s'occuper des malades, les écouter ce qui se passe, les soulager, les calmer, qu'ils ne s'affolent pas. Ça, c'est le métier de la médecine depuis que la médecine existe et depuis que les humains existent, il y a des gens qui les soulagent. Donc, cet abandon-là est une catastrophe. Voilà. Et donc, ça a créé des vrais problèmes. Vous savez, en France, il y a des médecins qui sont mis à insulter les malades qui sont mis à insulter les médecins. Les seuls médecins qui existaient étaient dans les services d'urgence. Et donc, les services d'urgence étaient complètement débordés. Il y a des gens qui restent 48 heures, 72 heures sur un brancard dans les urgences parce que les urgences sont débordées, parce qu'on n'a plus de médecine communautaire, on n'a plus de médecine de proximité. Donc, ce n'est pas un exemple. Moi, je ne veux pas vous donner des exemples. J'essaie d'analyser ce qui s'est passé. Comment est-ce que les pays les plus riches sont et pourquoi est-ce que la richesse a été contre-performante dans la prise en charge de cette maladie. Et puis, bien sûr, l'autre chose, c'est que c'est devenu un enjeu financier absolument hallucinant qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais gagné autant d'argent avec une maladie qu'avec cette maladie. Les 3 premiers de tout 2021, en termes financiers, sont 3 laboratoires qui ont vendu des vaccins. Il a été vendu pour 57 milliards de dollars de vaccins. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que dans une année, on puisse vendre des produits à un niveau pareil. Donc, tout ça rend les choses extraordinairement confuses et complexes, et donc fait que, à la fois, la taille des enjeux financiers, l'absence de médecine de proximité, si vous voulez, la population et l'état de santé de la population au départ amènent à ce que l'impact de l'épidémie soit très différent. Ça, c'était pour la première question. La deuxième, qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise sur la deuxième question? Je ne vous entends pas, pardon. La deuxième question porte sur l'interprétation que vous donnez à la résilience que les populations africaines ont montrée face à la pandémie du Covid. Ça, je vous ai répondu. Vous en avez parlé déjà. Donc, on peut passer à la troisième, si vous voulez. Quel type de partenariat équilibré faudrait-il développer avec le continent africain dans le domaine de la recherche médicale, production de médicaments, vaccins et pratique de soins communautaires pour répondre à
c'est défi sanitaire. Moi, je crois, ce que j'ai fait en Afrique, vous savez peut-être, hein, j'ai eu pendant 11 ans une équipe de recherche au Sénégal, hein, avec qui j'ai transféré la responsabilité à Cher Sortna. Ce que nous avons essayé de faire, c'est sur le plan technologique de franchir toutes les étapes du XXe siècle. Je pense que l'idée que l'Afrique technologiquement doit repasser par les mêmes étapes qui ont été franchies en Europe, en Asie ou aux États-Unis n'a pas de sens. Donc, il ne faut pas repasser par les mêmes étapes. Il faut bondir directement sur la technologie moléculaire, par exemple. Moi, j'étais très content, très fier. Nous, on a travaillé avec les collègues dont je vous ai parlé et on a fourni, dès qu'on on synthétise nous-mêmes des amorces pour faire la PCR, et on a envoyé des amorces à tous les gens qui voulaient, à chaque fois qu'il y avait un variant, parce que ça ne coûte rien, si vous voulez, plutôt que de passer par l'industrie, ça ne coûte rien, nous, d'en synthétiser un peu plus et de l'envoyer. Donc, on a envoyé comme ça pour chacun des variants. Voilà un premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'effectivement, il était essentiel, et j'ai publié un papier, mais qui mettait en évidence que le nombre de génomes qui avaient été faits pour le virus, rapporté à la population, rapporté au nombre de cas, en France, puisque en France on était parmi les rares à faire des génomes au départ, venait en 14e place derrière 14 pays africains. Donc, bien sûr, moi je sais bien que les Africains adorent la technologie. Donc, la possibilité de faire des génomes actuellement est tellement simple, est tellement relativement économique. Ça coûte, quand on fait du million, ça coûte à peu près $100 de faire un génome de virus. Et avec un peu de chance, on peut en faire plusieurs avec ça. Donc, le fait de savoir quel est le virus qu'on a spécifiquement, et nous, on a travaillé avec nos collègues africains, on a vu qu'il y a un des variants, le premier variant nouveau qu'on a eu à Marseille, était un variant qui était apparu d'abord au Congo, puis ensuite au Sénégal, pour les séquences que nous avons eues, puis ensuite dans le Maghreb, et qui avait pris le bateau ensuite pour venir à Marseille. Et puis il s'est arrêté là. C'est un variant qui était arrivé en fin de course. Mais ça, pour pouvoir les analyser, c'est pareil. Mon ami Mouyumbe fait les séquences au jour le jour de Ebola directement à Kinshasa. Donc là, vous voyez, il y a un bond en avant. Il ne faut pas repasser par les étapes antérieures. On peut, moi, j'ai mes amis à Franceville, au Gabon, qui ont commencé à faire systématiquement de la PCR diagnostic avant qu'on la fasse à Paris, quand même. Hein. Donc, l'idée, c'est les outils existent, les outils sont bien moins chers, et ces outils, paradoxalement, les outils modernes sont plus faciles à utiliser, demandent moins de technicité, ont moins de problèmes que les outils anciens. Donc, il y a un bond en avant à faire pour l'utilisation de ces outils. Le financement de ces outils n'est pas, c'est l'argent, mais d'acheter une fois un outil qui va pouvoir servir, si les réactifs ne coûtent pas très cher, ça n'est pas très grave. C'est plus maintenant d'avoir, moi c'est les problèmes auxquels j'ai été confronté. Par exemple, on a beaucoup utilisé, nous, le Malditov qui regarde les séquences des peptides, vous voyez, pour identifier les microbes, mais aussi les moustiques, mais aussi les tiques, mais les insectes, mais les parasites. Le problème, j'ai réussi à monter un financement pour installer ça dans l'hôpital principal de Dakar. Le problème, c'est que les industriels n'avaient pas développé la situation pour la maintenance et l'entretien de ces machines. Ces machines, une fois que vous avez acheté la machine, les réactifs, si vous prenez un Malditov Bruker ou Shiatsu, ne coûtent rien. Vous utilisez la même plaque à chaque fois en la lavant. Donc vous achetez une fois la machine qui coûte 100 000, 150 000 euros. Et ensuite, simplement, de temps en temps, il faut changer un laser. Et donc, il faut qu'il y ait des équipes sur place. Donc, le vrai problème de l'Afrique, à mon sens maintenant, c'est d'avoir quelques industriels qui s'installent et qui soient capables de faire de la tropicalisation et du service après-vente sur les gros outils. Ça sera nécessaire sur la séquence et ça sera nécessaire sur le Malditov. Donc ça, je pense que c'est indispensable et c'est ce qui a manqué. Mais à partir de ça, on voit bien que une fois qu'on est capable d'installer les
paramètres nécessaires pour pouvoir faire de la PCR, ce qui n'est pas très compliqué. Il s'est développé là des appareils de PCR incroyablement rapides, je sais pas, à Singapour, en Chine, dans c'est l'Asie qui a le plus rapidement répondu à ces défis technologiques, hein, qui fait que c'est disponible partout. Et maintenant, il y a encore une fois, Mignon qui est de Oxford, là, hein, qui développe des mini, des séquenceurs qui sont grands comme ça, que nous, on fait en urgence. Hein. C'est-à-dire, on a la réponse en 1 heure et demie. Hein, et ça coûte pas cher. Donc, il y a un bond à avoir qui fait que les choses doivent être faites en Afrique et elles ne doivent pas être envoyées à l'autre bout du monde pour pouvoir être séquencées et avoir une réponse qui sera dans 2 mois ou voire jamais. Vous voyez, donc il y a l'autonomie technique. Nous, le rôle qu'on a essayé de jouer, c'est un rôle de formation. On a formé des centaines de gens ici. Et bien entendu, on essaie de trouver à chaque fois des solutions qui permettent que, d'ailleurs, faut garder les choses telles qu'elles se passent. Les Africains ont envie de rentrer chez eux. Vous êtes plus heureux en Afrique qu'ici, bien sûr. Donc le problème n'est pas qu'il y ait des gens qui veuillent faire ensuite une carrière ailleurs. C'est bien possible, mais la plupart des Africains que j'ai eus, ils veulent continuer, simplement avoir les moyens de continuer, c'est-à-dire les outils pour pouvoir continuer à être dans la course de ce qui se passe intellectuellement. D'accord ? Donc nous, on a formé, moi, la fondation que j'ai faite, qui s'appelait Infection pour le Sud, au départ, ne payer des bourses que pour les gens du Sud, 100%. D'accord ? Donc on a reçu des centaines de personnes. On a formé des centaines de personnes. Et donc, il y a vous voyez, la Guinée, par exemple, le laboratoire de recherche en Guinée a été monté par des gens qui sont, dont Abdoulaye, qui a été formé ici, et il y en a qui sont repartis là-bas. Le leader actuellement en Algérie sur la recherche biomédicale, c'est quelqu'un qui a été formé ici. Donc, on forme des gens pour qu'ils repartent là-bas. On espère qu'ils restent nos amis et qu'ils continuent à parler avec nous et qu'ils continuent, s'ils ont des questions, une fois qu'ils connaissent la maison ici, qu'ils puissent revenir pour traiter leurs problèmes s'ils en ont besoin, vous voyez. Et donc, c'est comme ça que nous, on voit cette étape-là dans laquelle les outils, ce n'est pas le problème du coût des outils, vous savez bien qu'on arrive à avoir des financements pour les outils. Le problème, c'est qu'il faut avoir ces jeunes qui viennent de passer une thèse, qui maîtrisent ça et qui sont capables de l'implanter et d'avoir des liens avec des gens avec qui ils ont déjà travaillé pour pouvoir résoudre des problèmes ponctuels quand ils ont des problèmes ponctuels. Donc moi, c'est comme ça que je vois. J'avais fait un projet, mais qui n'a pas été suivi par l'État français. J'avais fait un projet de réseau de technopoles en Afrique, si vous voulez, qui soient en lien avec nous et qui fassent un peu la même chose qui a été fait au Sénégal avec l'IRCEF. Vous voyez, l'IRCEF, ça ressemble au même technopole que l'IHU. Moi, je voulais aider les gens du Gabon de Franceville à concevoir, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Une fois qu'on sait toute l'évolution, elle marche par, tiens, il y a un modèle, je fais la même chose et puis je le développe. C'est tout comme ça que se font les changements. C'est pareil, à Kinshasa, Muyumbe est en train de faire un technopole de la même manière. Moi, je voulais, en réfléchissant, voir comment on pouvait faire une association des technopoles, si vous voulez, pour que s'échangent les recettes, les manières de faire, éventuellement utiliser des outils qui soient comparables, si vous voulez. Et donc, moi, c'est comme ça que je vois. Moi, je vois la technologie. Pour les médicaments, ce que je vois, c'est, je pense qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas trop se laisser impressionner par l'idée que l'innovation va être purement biochimique, parce que ce n'est pas vrai. Par exemple, vous savez comme moi que ce qui a sauvé le plus d'humains depuis 20 ans, c'est une chercheuse chinoise qui, sous le temps de Mao Tse-tung, a pris une plante, l'artésimine, qui était utilisée depuis 2000 ans pour soigner les fièvres et qui est le médicament que tout le monde prend actuellement quand il a un paludisme. La quinine, c'est les Péruviens qui ont pris une plante et qui traitaient la fièvre avec ça, qui est devenue la chloroquine et qui est devenue l'hydroxychloroquine. Ça, c'est de l'observation. Il y a de la médecine traditionnelle. Et je vais vous raconter une observation que je n'ai pas racontée en public, mais qui vient d'Afrique et qui va j'espère, qui va vous amuser. Quand je suis allé au Gabon, je comprends mal, si vous voulez, pourquoi beaucoup des bactéries gram négatives
qui sont devenues très résistantes sont nées dans la zone intertropicale, humide, et pas dans les pays dans lesquels on utilise le plus ces médicaments, comme l'imipenem ou les céphalosporines troisième génération. C'est très étrange. Et donc, il y a eu plusieurs travaux qui sont venus d'Afrique, que j'avais l'occasion de reviewer. Un qui venait de Tanzanie, qui montrait que d'une tribu à une autre, il n'y avait pas les mêmes profils de résistance des bactéries quand on regardait dans les selles. Une qui venait du Kenya, qui montrait qu'à Nairobi, les animaux sauvages qui viennent manger à Nairobi sont infectés par des Escherichia coli multirésistants. C'est très étrange, parce qu'ils n'ont pas reçu d'antibiotiques manufacturés. Donc, moi, mon idée, c'était que c'est des antibiotiques naturels. Et pour voir si c'était le cas, j'ai analysé des selles de chimpanzés dans différentes zones, y compris au Sénégal. Au Sénégal, il y a une zone protégée de chimpanzés dans l'est du Sénégal. On est allé prélever des selles et on a trouvé des Klebsiella avec un niveau de résistance incroyable, 10 ou 20 fois plus que dans les réanimations de Marseille. Donc, il y a un problème parce qu'ils n'ont pas reçu d'antibiotiques, c'est pas vrai. D'accord. Alors, une des choses que moi je savais des chimpanzés, c'est qu'ils mangent beaucoup de termites. Donc, on est allé voir les termites. D'autre part, je sais que, parce que j'ai travaillé sur la selle de gorilles aussi, les gorilles mangent les termites pour se guérir de la diarrhée. On a vu ça, quand ils ont des diarrhées, ils vont manger les termites, sinon ils n'en mangent pas au quotidien, parce que les chimpanzés mangent des termites au quotidien. Donc, on est allé récolter les termites et on a trouvé les mêmes bactéries qu'on trouvait chez les chimpanzés, chez les termites, en particulier les Klebsiella. Ce dont on pense que ça sélectionne les Klebsiella dans la zone intertropicale, c'est le glyphosate. Le glyphosate est un antibiotique, c'est déposé comme tel, hein, c'est un brevet antibiotique. Et parmi les bactéries qui résistent au glyphosate, il y a les Klebsiella. Donc, il est vraisemblable que l'augmentation des Klebsiella dans la zone intertropicale est due en partie et dans le monde est due en partie à l'utilisation de glyphosate. Et le nombre de tonnes de glyphosate qui sont utilisées à côté de n'importe quel autre antibiotique, c'est monstrueux. Ça n'a rien à voir. Vous savez que tous les OGM sont sélectionnés par glyphosate. Hein. Donc, le glyphosate, c'est énorme. C'est l'antibiotique le plus prescrit au monde. Le glyphosate. Personne n'en parle. C'est comme ça. Enfin, toujours est-il que je regarde, et donc je vais regarder dans les termitières si on trouve du glyphosate dans l'environnement. Là, c'est très utilisé, le glyphosate, dans cette zone du Sénégal, dans laquelle il y a les termitières. Et puis, en discutant et en allant voir si on avait la même chose au Gabon, donc pour ramasser des selles de singes et des termites, j'ai discuté avec mes collègues gabonais pour leur demander si il y avait des ethnies qui mangeaient des termites au Gabon. Alors, dans les 8 ethnies qui existent au Gabon, il y a une ethnie qui mange les termites d'une manière régulière. Ça m'intéressait pour savoir s'ils étaient contaminés par ces Klebsiella. Parce qu'il y a un village au Gabon dans lequel les gosses ont un niveau de résistance des Klebsiella qui est très important. Ils m'ont dit, écoutez, oui, ça arrive, nous, on les mange. J'ai dit, est-ce qu'il y a des médicaments traditionnels? Je n'ai pas oublié la question. Est-ce qu'il y a des médicaments traditionnels avec les termites, dans lesquels on écrase les termites? Et au bout d'un moment, les gens, quand je discute avec les Africains savent très bien que je n'ai pas d'opinion et je n'ai pas de prévention. On me raconte les choses, ça m'intéresse, les choses, je ne juge pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre. Et quand les gens ont compris ça, finalement, ils me parlent normalement. Et donc, il me dit, écoutez, je dois vous dire, chez nous, on a une recette de grand-mère qui est de prendre, non pas les termites, mais les termitières, et on fait du bouillon avec les termitières quand on est malade. Et c'est un médicament traditionnel chez nous. Et donc, j'ai demandé au Sénégal, dans les zones rurales, ils font la même chose. Mais au Gabon, ils l'utilisent pour les infections ORL et au Sénégal, ils l'utilisent pour les infections digestives. Donc, j'ai pris, moi, les mêmes morceaux de la termitière qui sont utilisés pour faire la soupe, pour regarder ce qu'il y avait dedans et si ça avait une activité antibiotique. La réponse, ça a une activité antibiotique. Alors, on a purifié ensuite avec nos outils. Qu'est-ce que c'est que cette activité antibiotique? Et on finit par retrouver la molécule qui fait ça. Et cette molécule, c'est une molécule qui s'appelle le méglutol, qui est une molécule qui est connue, qui a été commercialisée pendant des décennies comme antidiabétique et comme antilipidique, mais dont personne n'avait regardé l'activité antibiotique. Alors, ça marche bien sur les bactéries ORL et digestives, mais à des concentrations très importantes. On ne pourrait pas utiliser ça comme un médicament injectable, mais si vous en avez une concentration suffisante dans la soupe, il est vraisemblable que ça stérilise la soupe. Vous voyez, donc il faut écouter. Il faut écouter. Voilà.
Et quand on écoute, après, on peut mettre de la science derrière à très haut niveau et identifier ce médicament qui est encore vendu en Italie. C'est incroyable, mais jamais personne n'est sorti d'une termitière. Vous voyez, mais si je n'avais pas entendu la soupe à la termitière, j'aurais jamais su que ça pouvait venir de ça. Et quant à la termitière, un des éléments qui explique vraisemblablement la résistance, c'est que dans les termitières, il y a des tout petits arthropodes, hein, qui ne sont pas des insectes, c'est des arthropodes à 8 pattes, qui s'appellent les colamboles, qui sont microscopiques. Et ces colamboles sécrètent de la pénicilline et des céphalosporines. Et les termitières en sont bourrées. Donc les bactéries qui sont sélectionnées dans les termitières, or les termites représentent à peu près 15% de la masse vivante du monde. D'accord? Okay, all right. C'est absolument fascinant. Malheureusement, il faut qu'on passe à la suite. Et donc, je vais passer la parole au discussant, Ali Moussa, qui va non seulement commenter, peut-être poser des questions avant d'ouvrir le panel au public. Ali, that's a microphone. Yes, thank you very much, Professor Raoult. I think you have really described the specificity of African society and how they have been more resilient to the COVID-19. And I think also you have responded to the question of the partnership, of a balanced partnership between Africa and the rest of the world by talking about this, how I can say, transition to the latest technology, where Africa have not to pass through the different stage than Europe and in the West, and that they can catch, I mean, by using the new technology and bringing it in Africa. And you say that it is in a certain way cheaper than any other technologies. I would like to ask you one question, 3 questions in fact. In one interview, you have said that in your institute, AHU, African researcher and student was much more motivated and more creative in the research than the others. How do you explain these performances? That is my first question. I think that in several places in Africa, one way to get your own destiny, your own fatum, is to be a great sportsman or a great scientist. Then you become international. Then you drive your own life. And then the students that we have from Africa want to have their own destiny. They are selected they represent a very small part of the population. In my country and many of the West country, doing science is a failure. If you're good, you're making money. Okay? So all the people who are bright in the school, they go to engineer and make money and make a bank, and they're not going to do science. Some of the very good people will try to be doctors because they love this, but to go in the faculty of science is the last choice of the people. And then when they're here, they're not, well, there is exception, of course, everywhere, but the average, the other thing is if you accept, migration, you know that I'm ashamed to tell you this, but migration is difficult. When you're an immigrant, I mean, it's difficult. You're taking risk. You're going in another place where you don't know the people. It's hard. And you have to be very motivated to get this, to go there. Whatever is the reason why you migrate, there is the same courage that you need to go when, I've seen from St. Louis, people going in boat to try to go in Europe just to get some money. They are there is a lot of courage in doing this. So the people
who takes the risk to do this, they're very good. And in here, this is what we look, we lack the people who get, you know, the determination to take the risk when they're young to do the thing. So there is no mystery. It's very basic. Thank you very much, Professor. My second question is, in Africa, there is several drugs on the basis of medicinal plant that has been introduced and used to cure, to treat the COVID-19. What do you think of this treatment, and how and what are, according to you, their efficiencies in fighting against the COVID-19? I don't know. There is a site which is named C19, I believe, where they report all the tests which have been done. I tell you, there is 2,000 studies which have been performed. You may find the reference on this on my presentation. I didn't use my presentation, but you can get that anyway. So then you can see all the reference. And there is plenty of product which have been tested. So if you decide, for example, since years, you know, I know that for bacterial or viral infections, the best control is does the virus or the bacteria disappear and the patient is cured. You don't need, if you're giving a placebo to somebody, you know, in AIDS, the virus will not disappear. So doing a randomized study for it is just stupid, like for chronic. It's just coming from the pharmaceutical company. It doesn't make sense. If you want to know, you know, for hepatitis C, the costs have been multiplied by 6 just because they do randomized studies in spite of looking at the viremia. See, if you don't get virus for 3 weeks, this is the end. Very, very, very few relapse. So if you do randomized studies without checking for the virus, then you need 12 weeks of treatment. And in fact, you need probably less than 6 weeks. So you have paid much more based on randomized studies and looking, you know, infectious disease is not cardiological studies, it's something else. You can look if the microbe is disappearing. So, and there is the amount of money that you can save with is so big that it's become very, very hard to look at. If you get some, can you publish that in the New England Journal of Medicine or in the Lancet? You know, but you can publish. You remember this paper in the Lancet where they say that 10% of the people who take hydroxychloroquine will die from cardiac arrest. I mean, it's completely mad. Nobody can believe that in Africa. It's stupid. I mean, everybody. When I was a child, I was eating, you know, chloroquine every day to avoid to get palliative malaria. So I can't believe that 10%. Imagine what is 10% of the people dying by eating chloroquine. I mean, it's stupid. Thank you. But you can publish that in the Lancet, and that makes that WHO say, well, stop hydroxychloroquine, it's killing people. And our French minister, well, it's kill people. You know, it's so stupid, you know. And at the end, you can't not even imagine the people publishing that were completely unknown. Nobody knew where they pick up 8,000 people. Where did they pick up? And even they get more cases from Australia treated that there was case in the whole Australia. So it was, and they say, well, we make a mistake and we take people from India in spite of people from Australia. It's, how can you publish something like this in the, what is the meaning besides it? What you're saying is the meaning. How can you publish something so stupid? You know, in the same time, the Lancet sent me a paper to review, same week. And in this paper, people were evaluating the cardiac complication of hydroxychloroquine in people with rheumatoid arthritis. And they get 1 million cases and compare that to sulfamide and say there is no over mortality in 1 million people treated. And the people in the Lancet get, and it was
the all rheumatologists of the world working together. And they get the two papers in the hand and publish one with completely unknown people saying something. Nobody can believe I did not publish the other with 1 million people from the whole organization of rheumatologists. So I don't want to be paranoid. I think it's too hard, you know. And my last question is, you have always highlighted the collision of interest between decision makers and pharmaceutical firms. And do you think that Africa is also, and if not, do you think that would facilitate the autonomy and sovereignty of the African decision makers from pharmaceutical firms and to choose their own path in terms of drug production? I think, of course, I think you should. I have two reflections on this. First, I think that as for medics, chemistry, we believe, and we were right in the 19th century, that innovation, finding new molecules, will change things dramatically, and it was true. And it was true also for vaccine, you know, and all the vaccine, there is plenty of vaccines that work very well. You see the disease, there is a very nice analysis on the CDC side. You start the vaccine and then the disease vanish, disappear. Like, you know, if you implement the vaccine for diphtheria, for tetanus, or for measles, or for chickenpox in the USA, or for mumps, or for rubella, it works nicely. It's very easy. Smallpox, it works nicely. It's very easy to see. It's disappeared. It's fine. For respiratory infection in general, doesn't work. Not very well. Look at, you know, TB. There are still 1.2 million people dying of TB, and we get a very nice vaccine, living vaccine, to make a primal infection since more than 1 century. So we don't really know. For flu, it's the same. I mean, flu, it's not a very good vaccine. You need to vaccine every year with a mixture of the different variants. This is the same for most of the pulmonary infection, and I think it's the same for COVID. If it, you have give 20 billion doses of this vaccine, and it's still ongoing. So it's not rubella, it's not measles, it's not mumps. So there is no one vaccine. There is a vaccine for a specific disease, and to be efficient, the vaccine need to be addressed to a disease that is immunogenic. Yeah. For example, you may know one of my very, very deep friend was Ogobara Dumbo. And he was a great man. He spent 1 year in my lab in sabbatical, but we were arguing together. And I told him, you know, I don't really believe that you're going to have a real vaccine for malaria, because after 6 months, when you've been in my lab, you go back in Mali and you pick up malaria one more time. And he came back and say, Didier, it's not true. It's not 6 months, 4 months. So the immunity vanished so rapidly in malaria. Oh, can you get? So you may have a seasonal vaccination, you know, but having a vaccination that will stay for years. I mean, as a disease, and you know, I've got malaria as well. I know, you know, this is a disease, you know, and you don't get an immunity which is long enough if you're not injected permanently. That makes that the vaccine gonna need something new. It's not gonna be just a vaccine like it is. So yes, so what happened is now, since 100 and more years that we have designed new molecules, we get a capital of molecules, which is huge. And then we need to use this molecule eventually to indications that have not been scheduled before. But this is what the Chinese are doing, for example. We've done the same for COVID.
testing all the molecules which are known to be non-toxic and see if by chance they are efficient against the virus. And if it has been used, and the capital that we have with all these molecules is just unbelievable. And if you look at all this work which have been done, they find that some, antidepressant is incredibly efficient against COVID. Some, the molecules are usually polyactive. It's not only the reason why you have tested that. It's not only this situation where it is efficient. It may be efficient in something else. And some of the compounds that we have, for example, I work with a psychiatric, which is a genius, and he told me, in fact, the best compound if you get trouble with insomnia, reducing the time, is Doliprane. And it works, it gets exactly the same location that benzodiazepine in the cerebral. So if you get problem for 2-3 days because you get problems, it's better take that because you're not going to be an addict to this. It works very nicely, but nobody will develop like ivermectin in lice. It works nicely, but Merck, nobody wants to sell that for that because there is too much money to do something else. So we get a huge capital among the molecules, and of course there is a huge capital in the nature that may be used. And then of course you may need, as the Chinese do, and you may need to have your own protocol of evaluation when something is efficient in vitro, not to be dependent on the pharmacy. After that, I don't know if you ask me, you can manage the relationship with the pharmacy. I don't know. The budget of Pfizer in 2021 was $81 billion. That's more than the money, the budget of half of the country in the world. So I don't know how you can fight with this. You can't. It's too big. So we need to get other regulation. Like I don't know if you remember the story of Rockefeller with oil. In the US, they need to do the anti-monopoly law, but there is no anti-monopoly against Microsoft or against, so we need to think about, this is too strong. It's too big, to fight with. It's too big. Yeah. Thank you very much, Professor. I think I end my question. Please stay with us because the other question may arise in the discussion. And we have also a colleague from doctor from Africans who also will address some of the issues that you have addressed. And thank you very much. And I give the floor back to the moderator.